Bonjour Hervé Morin. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes président de la région Normandie, président aussi du nouveau centre, le parti de droite. On va en parler. Le centre droit. Oui, centre droit, puisque la primaire de la droite a connu ces dernières heures une forme de cristallisation ou d'accélération. Mais avant, on va évidemment parler de ce qui se passe en Afghanistan, à Kaboul. Un attentat qui a fait 72 morts, parmi lesquels 13 militaires américains. Vous faites partie, Hervé Morin, des rares Français, puisque vous avez été ministre de la Défense il y a un peu plus de 10 ans, à connaître ce pays. Vous avez été à Kaboul, vous connaissez les lieux, vous en avez connu les dirigeants. Quel regard vous portez sur cette situation? Est-ce que aujourd'hui des opérations de rapatriement des personnes sont encore possibles dans ce climat d'insécurité maximum que l'on connaît sur l'aéroport de Kaboul? Bon, tout d'abord, bien sûr, tout ça est affligeant, désolant, triste. Le peuple afghan vit depuis des décennies sous le rythme des attentats, de la guerre des assassinats. Bon. Après, il faut beaucoup d'humilité sur cette question-là, hein, parce que moi, j'écoute sur les plateaux de télévision ceux qui vous racontent comment il faut faire. Je voudrais quand même rappeler 2-3 éléments qu'on a fini par oublier dans tout ça. On est arrivé en 2001. Oui, après les attentats du 11 septembre. 20 ans. Oui. 100 000, à peu près, hein, de mémoire. 100 000 militaires au plus fort de l'intervention, notamment de l'Alliance Atlantique, puisque c'est l'OTAN qui était le principal intervenant. Pour la France, ça a été 4 000 hommes. Nous sommes partis, par décision de François Hollande, au début de son quinquennat, en 2012 ou 2013. Bien. Pendant les premières années, les choses ont progressé. On a scolarisé les enfants, on a même rouvert un cinéma à Kaboul, de mémoire. On a pu procéder à des élections avec des femmes présentes au Parlement. Et puis, en réalité, progressivement, on a perdu la main et on a été incapable d'installer un système stable, pérenne, capable d'assurer un avenir au peuple afghan. On a essayé de former une police, on n'y est jamais arrivé. On a essayé de former une armée, on n'y est jamais arrivé. On a perdu des milliers de soldats. Pas de justice. La culture du pavot comme ressource essentielle. Un régime corrompu. Et donc, au bout du compte, que fallait-il faire? Rester encore quand on apparaissait comme une armée d'occupation? Quand, au bout du compte, un accord avait été signé par le prédécesseur de Biden, disant que les Américains quitteraient Kaboul en 2021, il n'y a pas de solution alternative, là. Soit on part, soit on revient. Mais parce qu'il restait, je crois, 2500 ou 3000 militaires américains, donc incapables de pouvoir assurer la sécurité ni de l'Afghanistan ni de Kaboul. Donc au bout du compte, il y a un moment, soit les Américains décident de réintervenir massivement, mais c'est des dizaines de milliers d'hommes, soit de partir. Votre explication c'est triste à dire parce que tout ça est affreux. Mais clairement, celui qui m'explique qu'il y a une solution autre que celle de constater l'échec. Ce que je vais formuler n'est pas un désaccord, mais votre explication est rationnelle, donc elle mérite d'être entendue, mais dans l'irrationnel, il y a la psychologie, et c'est une défaite pour l'Occident, peut-être une humiliation pour l'Occident, parce que la fin de ces opérations de rapatriement, à la fois des Occidentaux qui sont à Kaboul et des Afghans qui nous ont aidés, qui risquent de tourner court parce que des attentats, peut-être, on ne le souhaite pas, mais peuvent se succéder, rajoute à l'humiliation. Parce que Jean-Michel Apathy, on a voulu bâtir un modèle ethnocentré. Un modèle occidental. Un modèle occidental en Afghanistan. L'Afghanistan, ce sont des dizaines d'ethnies. C'est un système féodal. Vouloir imposer une démocratie en quelques années avec le poids des armes, ça ne marche pas. On a connu la même chose en Irak. En clair, on déstructure profondément des sociétés sans être capable, bien entendu, de porter un modèle occidental que nous-mêmes avons mis des décennies et des siècles à bâtir. Quand vous avez été il y a 10 ans, puisque vous avez été ministre de la Défense entre 2007 et 2010, vous aviez quel sentiment? Vous aviez le sentiment que les choses s'arrangeaient? Après, ça s'est dégradé? Parce que les choses s'arrangent, parce que les armées finissent par reprendre le contrôle, parce qu'on assiste dans le village à des opérations d'irrigation, de rescolarisation. Donc on se dit, on essaie, mais en même temps, on voit que derrière, rien de solide se bâtit. Et donc on est dans cette espèce de contradiction, disant si on part, tout s'effondre.
et on constate l'échec, et si on reste, est-ce qu'on va y arriver? Honnêtement, c'est partie des sujets sur lesquels j'ai toujours eu des doutes. Alors quand vous êtes mis à défense, vous n'êtes pas là pour avoir des doutes quand vous avez des militaires qui tous les jours risquent leur peau. Mais j'ai toujours pensé que tant en Irak qu'en Afghanistan, que l'idée de pouvoir imposer un modèle démocratique occidental dans une société qui ne l'est pas, ça ne se fait pas comme ça par le poids des armes. J'ajoute en revanche qu'il y a quelque chose d'absolument majeur, c'est qu'il serait indigne, je dis bien indigne, honteux, scandaleux, si nous n'accueillons pas en Afghanistan ceux qui ont travaillé avec les forces françaises. Si nous n'accueillons pas à Paris, en France, je prends ceux qui ont travaillé. Alors je sais bien que les Français y sont opposés, j'ai aucun doute là-dessus. Mais moi je prends l'exemple. J'ai eu hier un appel d'un ancien lieutenant-colonel de l'armée afghane qui avait travaillé, avec qui j'avais remis la médaille de la défense nationale. Si cet homme-là n'est pas accueilli en France, c'est une honte. Il est en France ? Non, il ne l'est pas. Il est à Kaboul ? Il le demande. Il est à Kaboul et il demande à rentrer en France. Il demande à être rapatrié parce que, bien entendu, toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont travaillé avec nous, qui ont travaillé dans les ambassades, dans les ONG, sont en grand danger. Et donc, il faut absolument que nous ayons au moins, la vertu, les valeurs, l'éthique d'accueillir ces femmes et ces hommes dont on s'est servi pendant des années. Êtes-vous sensible à la mise en garde de ceux qui disent on ne sait pas forcément qui on accueille? Si ça se trouve, on accueille quelqu'un qui a un projet terroriste. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns dans cette... Peut-être, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas avoir dit à des femmes et des hommes « soyez à nos côtés pour construire l'Afghanistan » et aujourd'hui les laisser en pâture aux talibans. Ça, c'est pas possible. Et puis il y a la deuxième vague que l'on redoute, celle des immigrés afghans, qui par des voies irrégulières, celles-là, viendront dans les prochains mois en Europe, et donc notamment en France, demander de l'aide et de secours. Qu'est-ce qu'il faudra leur répondre, à votre avis? D'abord, il faut avoir une discussion internationale, une discussion européenne. En l'occurrence, Emmanuel Macron a raison. Et deuxièmement, il faut avoir une discussion avec les pays voisins. L'Afghanistan a des frontières. Moi, j'ai le souvenir, alors bien avant d'être ministre de la Défense, d'avoir été dans les camps de réfugiés au Pakistan, notamment à Peshawar, où étaient déjà des Afghans. C'est regarder éventuellement comment on fait de l'accueil au plus proche de l'Afghanistan, avec des centres et des centres d'accueil qui soient dignes d'accueillir des femmes et des hommes. Je pense que c'est là la solution. Je pense qu'il faut plus discuter avec les Tadjiks que d'imaginer qu'on soit en capacité d'accueillir des dizaines ou des centaines de milliers de réfugiés. Nous allons passer, si vous le voulez bien, du drame afghan devant lequel nous sommes à l'organisation de l'élection présidentielle, ce qui est important aussi pour notre futur, évidemment. Passer de l'un à l'autre, du drame à la politique ordinaire n'est pas toujours facile. Non. Mais il faut préparer l'élection présidentielle. Vous appartenez au camp de la droite, vous êtes un opposant à Emmanuel Macron, on peut le dire comme ça. Sans aucun doute. Sans aucun doute, et donc vous... Mais enfin, en même temps, quand c'est bien, je le dis. Enfin, voilà. Vous l'avez dit souvent? Oui, ça m'est arrivé. La preuve, j'ai dit qu'il avait raison de discuter à l'échelle européenne. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Les Républicains organisent leurs primaires et plusieurs personnalités se sont déclarées. Valérie Pécresse et Philippe Juvin il y a déjà quelques jours. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes hier, et puis aussi Michel Barnier a fait l'annonce hier sur le plateau du 20h de TF1 qu'il était candidat à cette primaire des Républicains. Vous dirigez le parti du Nouveau Centre. Vous pourriez après tout participer à cette primaire, vous ne l'envisagez pas. Qui allez-vous soutenir parmi les candidats qui sont déclarés, puisque Laurent Wauquiez et semble-t-il Bruno Retailleau ne seront pas candidats? Je le dirai dans quelques jours. Vous ne pouvez pas le dire aujourd'hui, là, ce matin? Non, je le dirai dans quelques jours. Vous savez déjà qui vous soutiendra? Oui, bien sûr. Et vous ne voulez pas le dire? Non, laissez-moi... Comme vous le savez, j'ai plutôt beaucoup de sympathie pour Valérie Pécresse, voilà. Et donc, je trouve qu'il y a la dimension du poste. Mais vous le direz dans quelques jours. Je le dirai, je l'argumenterai. Ça sera une occasion de m'inviter, Jean-Michel. Oui, absolument. Donc, clairement, est-ce qu'on peut se priver de primaires? Non. Il doit y avoir des primaires. C'est pas parce que, là, je lis dans la presse ce matin, Laurent Wauquiez n'est plus candidat, donc il ne peut plus y avoir de primaires. Quelle que soit l'importance que peut avoir Laurent Wauquiez, il doit y avoir des primaires parce qu'il ne doit y avoir qu'un seul candidat. Et ensuite, voilà, il y aura... Il faut organiser l'élection. Qui doit voter, vous savez, vous? Est-ce que ce sont des sympathisants, un cercle fermé? Il faut faire voter le maximum de Français. Contrairement à l'idée qu'on véhicule parfois, ça n'est pas la primaire qui nous a fait perdre en 2017. La primaire nous mettait en situation de gagner comme jamais. Il y avait eu une dynamique formidable. D'ailleurs, avait émergé un candidat... 4 millions de votants.
moi j'ai le souvenir, j'ai tenu le bureau de vote dans ma commune, j'étais encore à l'époque maire, j'ai vu des Français, dans mon petit village de 1500 habitants, où je crois connaître à peu près tous les habitants, découvrir des Français qui étaient intéressés par le débat à droite, que j'ignorais complètement, ou tout du moins dont j'ignorais la sensibilité politique. Et donc, on a perdu en 2017 parce qu'il y a eu des affaires. Sinon, et on avait fait émerger un candidat qui n'était pas le candidat naturel, parce que si on avait fait voter un parti politique, c'est très probablement Nicolas Sarkozy qui l'aurait emporté. Bien. À partir de là, je ne vois pas pourquoi on se priverait de faire appel aux Français qui souhaitent participer en quelque sorte à ce premier tour de l'élection présidentielle que peut représenter une primaire. C'est pas la primaire qui fait perdre. Ce qui fait perdre, c'est de ne pas créer la dynamique du rassemblement. Parce que si on n'est pas rassemblé au premier tour avec un seul candidat, bien entendu, on n'a aucune chance d'être au second tour. Mais la dynamique du rassemblement n'appartient pas qu'à la primaire si les Républicains et votre parti l'organisent comme vous le souhaitez. Ça appartient aussi à le dialogue que vous n'aurez pas avec Xavier Bertrand, qui lui dit « il est hors de question que je participe à la primaire et je vais aller jusqu'au bout ». Bon, alors, comment vous gérez cette question? D'abord, le discours sur lequel on va jusqu'au bout, on l'a entendu 1000 fois. Ah, vous pensez qu'il peut renoncer? Non, mais je veux dire par là, c'est que soit il y a une candidature qui devient naturelle. Bon, il faut se méfier des sondages, parce qu'on a vu au régional, moi j'ai le souvenir que trois jours avant le premier tour des régionales, on m'annonçait au coude à coude avec le Rassemblement national. En vérité, il y a eu, je ne sais plus combien, 15 points d'écart. Bien. Donc, soit il y a un candidat naturel qui s'impose dans le débat qui commence. On commence à être dans le money time, là, en quelque sorte. Bien. On est dans les 2 prochains mois, émerge quelqu'un qui est à 25. Ok, très bien. Ça ne se produira pas, visiblement. J'ai pas ce sentiment. Non. Donc il y aura 2 candidats. Donc il y aura non, à l'extérieur des. Écoutez, il y a un moment où chacun sera face à ses responsabilités. Enfin voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence pour que les choses puissent se régler. Alors si vous dites ça, essayons d'être rationnels. Ça peut aider quelquefois dans la politique. On essaie de l'être. Comment? J'essaie de l'être, moi. Vous convenez que à ce moment-là, les Républicains peuvent aussi renoncer à présenter un candidat? Oui, enfin... Ça veut dire que la primaire n'installe pas forcément un candidat qui va aller jusqu'au bout. Elle installe un candidat. Le jour où une primaire a désigné un candidat, ce candidat a l'obligation, déjà morale, d'être le candidat jusqu'au bout. Enfin, et puis, l'idée qu'on irait vers un grand rassemblement de la gauche modérée à la droite avec un seul candidat, parce que quand vous dites ça, ça veut dire qu'on se dit que c'est Emmanuel Macron. On voit très bien qu'au bout du compte, on donne comme solution aux Français d'aller vers des alternatives dont le pays n'a absolument pas besoin. Excusez-moi, vous avez bien compris ma question, je pense, mais vous essayez de vous en échapper. Vous dites que Xavier Bertrand peut ne pas aller jusqu'au bout, parce que des candidats qui disent oh, « je vais jusqu'au bout », il y en a beaucoup, c'est ce que vous avez dit, très bien. Ah, c'est vrai. Mais le raisonnement vaut aussi pour les Républicains. Oui, bien sûr. L'alternative, ça ne peut pas être le seul renoncement de Xavier Bertrand. Si c'est un dialogue entre le candidat désigné par les Républicains et Xavier Bertrand, quelle est l'issue de ce dialogue? Elle est ouverte. Donc les Républicains peuvent ne pas avoir de candidat. Vous avez compris mon raisonnement? Oui, je comprends bien, mais Xavier Bertrand est quand même plus proche des Républicains et peut-être considéré aussi comme le candidat des Républicains le moment venu, reconnaissons-le. Ah d'accord. Voilà. Donc le candidat des Républicains désigné par la primaire, c'est pas inscrit dans le marbre non plus. Il faut qu'il y ait une primaire qui associe les candidats des Républicains et Xavier Bertrand. Voilà la solution. On en a parlé, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et candidat à la primaire. Et je vous parle de lui. Il a annoncé hier sa candidature. Et dans l'explication des raisons de sa candidature... Je n'ai pas écouté. Hein, donc vous n'avez pas écouté, mais je vais vous le dire. D'accord. Il dit nous risquons la submersion migratoire. Et il dit aussi qu'il pense qu'un grand remplacement, c'est-à-dire une population... qu'il n'a pas qualifié, que je ne veux pas qualifier non plus parce que je ne peux pas faire le travail à sa place, mais une population d'origine étrangère, et si on comprend bien plutôt d'une certaine religion, est en passe de remplacer les Blancs et les chrétiens. Alors, est-ce que ça, c'est dans le champ du débat des Républicains, d'après vous? Écoutez, il y aura une primaire, chacun s'exprimera. Mais ça, est-ce que ça fait partie du débat à droite? La question de la lutte contre l'immigration irrégulière est une vraie question. C'est un sujet. La question de l'identité du pays en est une autre. Tout ça existe. La protection de nos valeurs, la lutte contre le séparatisme, tout ça y est. Mais je pense que le discours ne se construit pas comme ça. Pour ma part, je préfère entendre un discours expliquant que l'élément clé pour la protection de la République, c'est l'école.
Parce que le premier contact d'un jeune Français avec la République, c'est par l'école. C'est ce qu'avait compris d'ailleurs la Troisième République. Et donc, je préfère entendre un discours sur comment on refonde l'école plutôt que d'être sur une incantation dont on voit bien les limites. Vous préférez, mais enfin, il faut tout écouter. Je vais poser une dernière question toute simple. Est-ce qu'il y a une compatibilité, puisque ces discours, ils sont devant nous. Éric Ciotti est candidat à la primaire des Républicains. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une compatibilité entre les Républicains d'un côté et Marine Le Pen, dont on dit qu'elle a changé, fait évoluer son parti? Est-ce qu'il y a une compatibilité possible? Il n'y en a aucune pour ma part. Ça, c'est très clair. Je ne serai jamais dans cette histoire-là. C'est très clair. Merci Hervé Morin d'avoir accepté l'invitation d'LCI.